Rudolf Höss n'a pas personnellement utilisé l'arme, mais il a conçu un système où tuer était une opération routinière, efficace et silencieuse. Et il l'a fait dans le confort de sa maison, avec sa famille à quelques mètres des chambres à gaz. De son enfance marquée par l'obéissance aveugle jusqu'à son ascension comme commandant d'Auschwitz, Höss fut le rouage idéal d'une machine d'extermination. Il n'a pas crié, il n'a pas torturé. Je calculais. Il a organisé la logistique pour tuer des dizaines de milliers de personnes par jour et il l'a fait avec une précision chirurgicale, sans élever la voix, sans rien remettre en question. Comment exécuter un homme qui n'a jamais montré de remords? Que s'est-il réellement passé dans ces derniers jours et que révèle son jugement sur la véritable nature du mal en temps de guerre? Les origines du mal, l'ascension de Rudolf Höss. La vie de Rudolf Höss a commencé dans la paisible ville de Baden-Baden en novembre 1900, un début ordinaire pour quelqu'un qui allait devenir l'architecte de l'horreur la plus systématique du XXe siècle. Fils d'un marchand possédant une expérience militaire coloniale, le jeune Rudolf a grandi sous l'ombre d'une discipline étouffante et d'une rigidité catholique qui ont façonné sa première perception du devoir et de l'obéissance. La maison Höss n'était pas un espace d'expression individuelle, c'était un camp d'entraînement à la soumission à l'autorité. Franz Xaver, son père, était revenu d'Afrique de l'Est avec des attentes précises. Son fils unique suivrait la voie du sacerdoce sans questionnement ni déviation. Cette structure hiérarchique initiale implantée dans leur conscience fut renforcée par des tuteurs privés qui poursuivirent leur endoctrinement. L'enfant a appris à se taire, à obéir et à trouver la vertu dans le sacrifice personnel. Il n'y avait pas d'amis proches, juste des routines et des obligations. Sa seule véritable relation était avec son cheval, un détail apparemment insignifiant qui révèle la profonde solitude formatrice de celui qui allait plus tard ordonner le meurtre de plus d'1 million d'êtres humains sans montrer aucune émotion. La rupture est arrivée tôt. La mort de son père, alors que Rudolf avait 13 ans, aurait dû représenter une libération, mais le vide qu'elle laissa fut rapidement comblé par une autre structure autoritaire. L'Europe était en ébullition avant la Grande Guerre, et l'adolescent Höss, sans la pression parentale mais avec son éducation à l'obéissance intacte, trouva dans l'armée un nouveau système auquel il pouvait se subordonner. Il a menti sur son âge et, étonnamment, a été accepté dans le 21e régiment de dragons de Bade, le même corps où son père et son grand-père avaient servi. À l'âge de 14 ans, alors que de nombreux enfants sont à peine sortis de l'enfance, Höss portait déjà l'uniforme impérial allemand. Sa destination était le front turc, dans le cadre du corps asiatique allemand combattant aux côtés de l'Empire ottoman en Palestine, en Irak et en Syrie. La cruauté de la guerre ne semble pas l'affecter comme on pourrait s'y attendre pour un adolescent. Il fut blessé 3 fois, contracta la malaria et, pour sa ténacité, reçut la croix de fer de 2e classe et le croissant de fer décerné par les Turcs. Avant même d'avoir 18 ans, il commandait déjà sa propre unité de cavalerie, un exploit extraordinaire pour son âge qui reflétait son efficacité et son sang-froid. La défaite allemande de 1918 jeta Höss dans un pays méconnaissable. Sa mère était morte pendant son absence et le soldat adolescent était retourné dans une nation humiliée où le chaos avait remplacé l'ordre. Le traité de Versailles imposait des conditions que de nombreux Allemands considéraient comme une trahison. Höss, formé dans des structures rigides, s'est retrouvé dans un vide d'autorité qu'il trouvait intolérable. Comme des milliers de vétérans désorientés, il a canalisé sa frustration vers des groupes paramilitaires d'extrême droite. Les Freikorps furent son premier foyer politique. Seuss-Milice, composée principalement d'anciens combattants, combattait les communistes et les syndicalistes tout en défendant une vision nationaliste radicale de l'Allemagne. Höss y a trouvé une nouvelle structure hiérarchique qui a remplacé celle perdue, ainsi qu'un but et une communauté de camaraderie militaire. En 1919, il rejoint le Freikorps Rosbach, où son obéissance et son sang-froid font de lui un membre précieux. Sa radicalisation s'exprime violemment en 1923. Höss participe, avec d'autres membres des Freikorps, au meurtre de Walter Kadow, un enseignant accusé d'avoir trahi Albert Léo Schlageter, un saboteur nationaliste exécuté par les Français en Rhénanie occupée. La brutalité de l'acte était extrême. Kadow a été sauvagement battu et tué d'un coup de pierre sur la tête. Le crime a été commis dans une ferme appartenant à Martin Bormann, qui deviendrait des années plus tard le secrétaire privé d'Hitler.
Ce n'était pas une coïncidence, mais le premier nœud d'un réseau de connexions fatales. Heuss a été arrêté et condamné à 10 ans de prison pour le meurtre. Cependant, la prison ne représentait pas une rédemption, mais une confirmation. Dans la prison de Brandebourg, il partageait des espaces avec d'autres extrémistes et était traité comme un prisonnier politique avec des privilèges spéciaux. Là, sa vision du monde s'est cristallisée autour de l'idée d'une Allemagne trahie par les politiciens de Weimar, les communistes et surtout les Juifs. La religion catholique de son enfance est définitivement abandonnée, désormais considérée comme faible et inefficace. Sa libération intervient en 1928 grâce à une amnistie générale. L'homme qui sortait de prison n'était plus un jeune homme confus. C'était un nationaliste endurci, convaincu d'une mission historique dans la reconstruction allemande. La voie vers le national-socialisme était pavée. En fait, en 1922, lors d'une permission avant son emprisonnement, Heuss avait assisté à un rassemblement d'Adolf Hitler, alors peu connu, à Munich. L'éloquence fougueuse du futur Führer le marqua et peu après, il rejoignit le parti nazi, devenant l'un de ses premiers membres enregistrés. Après sa libération, la vie de Heuss a brièvement pris une direction inattendue. Il rejoint la Ligue Artaman, une organisation nationaliste agraire qui prône le retour à la terre comme une purification de l'esprit allemand. C'est là qu'il rencontre Hedwig Hensel, qu'il épouse en 1929 et avec qui il aura 5 enfants. Cette période bucolique offrait une stabilité apparente, mais le lien avec le national-socialisme restait latent. La Ligue Artaman a maintenu des liens idéologiques forts avec le mouvement nazi en pleine expansion. L'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933 ouvre de nouvelles portes à Heuss. En 1934, alors que le parti contrôlait déjà l'Allemagne, il rejoignit officiellement la Schutzstaffel, SS, la force paramilitaire d'élite nazie. Son casier judiciaire et son tempérament discipliné faisaient de lui un candidat idéal pour le système que les nazis étaient en train de construire. Il fut envoyé au camp de concentration de Dachau, le premier établi par le régime. À Dachau, sous la supervision de Theodor Eicke, Heuss apprend les fondamentaux de CE qu'il décrira lui-même comme la véritable doctrine SS. L'obéissance absolue, l'éradication de la compassion et l'utilisation systématique de la terreur comme outil de contrôle. Eicke n'était pas seulement un idéologue fanatique, mais aussi un organisateur méthodique qui posait les bases administratives du système des camps de concentration nazis. Heuss assimila ces leçons avec la même discipline dont il avait fait preuve dans l'armée. Son efficacité lui a valu des promotions. Il fut promu Rapportführer, chef de bloc, et transféré plus tard à Sachsenhausen, un autre camp clé situé à la périphérie de Berlin. Là, il supervisa les exécutions et perfectionna ses compétences administratives. Il n'était plus un simple gardien, devenait un rouage fondamental de la machine répressive nazie. Sa capacité à coordonner des opérations complexes sans montrer d'émotion le distingue de ses pairs. Durant cette période, Heuss développe une relation étroite avec Heinrich Himmler, le chef des SS et futur architecte de l'appareil répressif du Reich. Cette connexion sera décisive pour son avenir. En 1940, lorsque les Allemands eurent besoin d'étendre leur système de camps dans les territoires occupés, Himmler choisit personnellement Heuss pour une mission spécifique, inspecter une ancienne caserne polonaise près de Cracovie qui pourrait être transformée en un nouveau camp de concentration. L'emplacement choisi était un groupe de bâtiments militaires désaffectés à la périphérie d'une petite ville appelée Oswiecim. Les Allemands l'appelaient Auschwitz. Ce que Heuss verrait dans cet endroit n'était pas seulement une opportunité d'avancement, mais l'étape où son obéissance, son efficacité et sa froideur émotionnelle culmineraient dans le plus grand crime systématique de l'histoire moderne. L'architecte d'Auschwitz, création du camp d'extermination. Le 1er mai 1940, Rudolf Heuss assume le poste qui l'immortalisera dans les pages les plus sombres de l'histoire, commandant du camp de concentration d'Auschwitz. Cette nomination n'était pas une coïncidence. Heuss possédait précisément les qualités dont le Reich avait besoin, discipline militaire, efficacité administrative et, surtout, une loyauté idéologique inébranlable combinée à un détachement émotionnel particulier. Le choix du site a été basé sur des considérations pragmatiques. L'ancien complexe militaire offrait une infrastructure de base utilisable, casernes, installations sanitaires rudimentaires et bâtiments administratifs.
Sa situation géographique était optimale. Elle se trouvait à un carrefour ferroviaire reliant l'Allemagne au territoire de l'Est nouvellement conquis, facilitant ainsi le transport de masse. De plus, son isolement relatif dans une zone rurale de la Pologne occupée offrait la discrétion nécessaire aux activités qui s'y dérouleraient. Dès son arrivée, Heuss a fait preuve d'une vision systématique. Le terrain devait être autosuffisant, fonctionnel et extensible. Les anciennes casernes ont été transformées pour héberger des prisonniers, principalement des opposants politiques polonais à ce stade précoce. Un périmètre de clôtures électriques a été construit, ainsi que des tours de guet à des points stratégiques et un mur séparant le complexe du monde extérieur. L'autonomie opérationnelle est une priorité. Boulangeries, blanchisseries, ateliers et entrepôts sont créés. Ce n'était pas seulement un centre de détention. C'était une entité productive au service du Reich. Ce premier développement, connu plus tard sous le nom d'Auschwitz-Boehm, devint le noyau administratif de l'ensemble du complexe. C'est là que se trouvaient les bureaux de commandement, les quartiers des officiers et sous-officiers SS ainsi que la résidence personnelle de Heuss. Le commandant s'y installa avec sa femme Hedwige et leurs 5 enfants. L'agencement d'Auschwitz-Boehm reflétait la mentalité militaire et bureaucratique de Heuss, des blocs de briques rectangulaires disposés en rangées ordonnées, des rues droites méthodiquement numérotées, des espaces pour les formations et le contrôle. La célèbre devise « Arbeit macht frei », le travail rend libre, était apposée à l'entrée, une ironie macabre pour ceux qui franchissaient ses portes. La véritable transformation commença après la visite de Heinrich Himmler en mars 1941. Le Reichsführer SS fut impressionné par l'efficacité organisationnelle mise en œuvre par Heuss. Au cours de cette inspection, Himmler l'informa personnellement des projets d'agrandissement qui allaient radicalement changer la nature du camp. Il ordonna la construction d'un deuxième complexe, beaucoup plus grand, initialement capable d'accueillir 100 prisonniers, principalement soviétiques. Cette expansion était liée à l'imminence de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique qui débuterait en juin de cette année-là. Ce nouveau complexe, appelé Auschwitz II Birkenau, serait construit à environ 3 km du camp d'origine, près du village de Brzezinka, Birkenau en allemand. Heuss a personnellement supervisé la planification, choisissant un terrain marécageux qui nécessitait d'importants travaux de drainage effectués par des prisonniers dans des conditions extrêmes. Des milliers de personnes sont mortes durant cette phase de construction, anticipant le sort de millions de personnes à venir. Ce qui distinguerait Birkenau ne serait pas seulement sa taille, mais aussi son objectif. Alors que la politique nazie se radicalisait en 1941, notamment après l'invasion de l'URSS, la solution finale commença à prendre forme. Dans ce contexte, Auschwitz se transformerait d'un camp de concentration conventionnel en une installation spécifiquement conçue pour l'extermination de masse. Le moment décisif eut lieu en septembre 1941. Heuss autorisa une expérience macabre dans le bloc 11 d'Auschwitz, connu sous le nom de bloc de la mort. Un groupe d'environ 850 prisonniers, principalement soviétiques et polonais, sélectionnés arbitrairement, étaient enfermés dans le sous-sol du bâtiment. Là, des officiers SS, sous la supervision du commandant adjoint Karl Fritsch et avec l'approbation de Heuss, introduisirent pour la première fois des cristaux de Zyklon B, un pesticide à base d'acide cyanhydrique développé à l'origine pour la désinfection. Le résultat fut considéré comme réussi par les bourreaux. Tous les prisonniers moururent en quelques minutes sans avoir besoin de munitions ni d'intervention directe des bourreaux. Ce moment marque la naissance de la méthode qui deviendra un symbole de l'Holocauste. Heuss, toujours méthodique, ordonna des études sur la quantité optimale de gaz nécessaire en fonction du volume de la chambre et du nombre de victimes, la température idéale pour maximiser son effet et le moment précis de la ventilation ultérieure. L'escalade vers l'extermination de masse a coïncidé avec la conférence de Wannsee en janvier 1942 où de hauts responsables nazis ont coordonné la mise en œuvre de la solution finale. Bien que Heuss n'ait pas participé directement à cette réunion, ses effets ont radicalement transformé Auschwitz. Himmler l'avait déjà informé des mois auparavant que le camp serait le principal centre d'extermination des Juifs européens, précisément en raison de sa situation stratégique et de sa capacité d'expansion. Entre 1942 et 1943, sous la direction de Heuss, Birkenau subit une transformation radicale.
2 installations d'extermination temporaire ont été initialement construites, connues sous le nom de Bunker 1 et Bunker 2 ou respectivement Maison Rouge et Maison Blanche. Il s'agissait de bâtiments agricoles transformés en chambres à gaz, avec des crématoriums improvisés dans des fosses extérieures. Ils se sont vite révélés insuffisants. L'industrialisation du génocide a atteint son apogée avec la construction de 4 grands complexes d'extermination connus sous le nom de crématoires 2, 3, 4 et Quin. Chacun comprenait des chambres à gaz souterraines ou aériennes capables d'assassiner simultanément des milliers de personnes, directement reliées à des crématoires de grande capacité. La conception, développée par l'entreprise civile allemande Topf & Son, permettait de traiter des milliers de corps chaque jour avec un minimum de personnel. Pour faciliter ce processus, Heuss ordonna la construction d'une branche ferroviaire qui menait directement à Birkenau et se terminait à une plateforme centrale connue sous le nom de rampe. Là, les déportés débarquaient des trains et subissaient une sélection. Des médecins SS, dont le tristement célèbre Joseph Mengele, décidaient d'un simple geste qui vivrait temporairement comme travailleurs forcés et qui serait immédiatement envoyé aux chambres à gaz. L'efficacité du système est choquante dans sa froideur calculée. Les nouveaux arrivants, épuisés après des jours de voyage dans des conditions inhumaines, ont été accueillis avec un faux sentiment d'ordre. Il leur a été demandé de laisser soigneusement leurs affaires pour désinfection, de se déshabiller et de se préparer pour une douche après le long voyage. Les chambres à gaz ont été conçues pour simuler des installations sanitaires, avec de fausses douches au plafond. Ce n'est que lorsque les portes furent hermétiquement fermées que la tromperie fut révélée. Une fois les chambres scellées, le personnel SS lançait des pastilles de Zyklon B à travers des ouvertures dans le plafond ou les murs. Le processus de mort durait entre 10 et 20 minutes, durant lesquelles les prisonniers souffraient d'asphyxie progressive et de convulsions atroces. Heuss, dans SSS Mémoires ultérieures, décrira froidement comment les corps étaient empilés en forme de pyramide, les plus forts au sommet cherchant désespérément l'air qui n'existait plus. Le traitement ultérieur des cadavres était confié au Sonderkommando, des groupes de prisonniers, principalement juifs, contraints sous la menace de mort à accomplir cette tâche macabre. Ils extrayaient les dents en or, coupaient les cheveux pour un usage industriel et transportèrent les corps vers les fours. La déshumanisation était absolue. Les corps étaient désignés dans les documents officiels sous le nom de morceaux ou unités. Parallèlement à cette machine de mort, Heuss a développé un 3e composant du complexe, Auschwitz III Monowitz, également connu sous le nom de Buna, un camp de travail forcé destiné à approvisionner l'industrie allemande, notamment l'usine de caoutchouc synthétique IG Farben. Les prisonniers assignés à Monowitz étaient littéralement contraints de travailler jusqu'à la mort, leur espérance de vie dépassant rarement 3 mois en raison de la combinaison d'un travail exténuant, de la malnutrition et de la maladie. L'administration du complexe suivait une structure hiérarchique rigoureuse. Heuss, en tant que commandant, siégeait au sommet, assisté de plusieurs adjoints responsables de domaines spécifiques. Les Lagerführer, commandants du sous-camp, supervisaient les différentes sections du complexe. Le rapport Führer contrôlait les blocs individuels et coordonnait le travail forcé. La garde du périmètre et les tâches de surveillance étaient sous la responsabilité des SS Totenkopfverband, unités de crâne mort. Pour faciliter le contrôle interne, les nazis ont mis en place un système de prisonniers officiers. Les capos, les Blockeltest et autres prisonniers privilégiés collaboraient à l'administration interne en échange de petits avantages. Cette stratégie a non seulement réduit le besoin de personnel allemand, mais a également créé des divisions parmi les prisonniers eux-mêmes, entravant la solidarité et la résistance organisée. La minutie administrative de Heuss était légendaire. Il maintenait une communication constante avec le quartier général des SS à Berlin, envoyant des rapports détaillés sur les capacités opérationnelles, le nombre d'individus traités et l'efficacité des installations. Le langage utilisé dans ces documents révèle une déshumanisation absolue. Des termes comme « pièce »,« unité » ou « matériel » ont remplacé toute référence aux êtres humains. Sa vie personnelle durant cette période présente un contraste troublant. Il vivait avec sa famille dans une villa confortable à l'intérieur du complexe, à quelques mètres du crématorium 1. Heuss enfant jouait dans les jardins, tandis que les cheminées du crématorium brûlaient sans cesse.
Edwige, sa femme, gardait une maison bien rangée et confortable, apparemment isolée de la réalité environnante. Dans ses mémoires ultérieures, Heuss évoquera la tranquillité qui accompagnait le retour dans cet environnement domestique après des jours passés à superviser une extermination de masse. La double vie de Heuss illustre ce que Hannah Arendt décrira plus tard comme la banalité du mal, la capacité humaine à compartimenter l'existence, à être simultanément un parent aimant et à organiser systématiquement le meurtre de millions de personnes. Il n'était pas un psychopathe irrationnel, mais un bureaucrate efficace qui considérait le génocide comme une tâche administrative assignée, déconnectée de toute réflexion morale. En novembre 1943, après plus de 3 ans à la tête d'Auschwitz, Heuss est temporairement relevé de son commandement direct en raison de multiples scandales, notamment une relation avec un prisonnier politique et des soupçons de corruption dans la gestion des biens confisqués aux victimes. Cependant, il ne tomba pas en disgrâce. Il fut promu au poste de chef du département Prümen de l'Office central de l'économie et de l'administration de la SS, poste à partir duquel il supervisa tous les camps de concentration du Reich. Cependant, sa relation avec Auschwitz n'était pas terminée. En 1944, face à l'avancée des Alliés et à la défaite imminente du Reich, les nazis accélèrent l'extermination. L'efficacité de l'horreur, Opération Heuss et le génocide hongrois. Au printemps 1944, alors que les forces alliées progressaient inexorablement à travers l'Europe et que la défaite du Troisième Reich semblait de plus en plus inévitable, une opération d'extermination sans précédent commença à prendre forme. Les architectes de l'Holocauste, loin d'arrêter leur machine face à une défaite imminente, ont décidé de l'accélérer. Cette phase finale, la plus intense et la plus brutale du génocide nazi, serait dirigée par l'homme qui avait transformé Auschwitz en une usine de mort, Rudolf Heuss, qui reviendrait spécifiquement pour superviser ceux qui seraient connus en interne sous le nom de Action Heuss ou Opération Heuss. Le contexte géopolitique de cette phase est crucial pour comprendre son évolution. Jusqu'en mars 1944, la Hongrie était restée un allié ambivalent de l'Axe. Sous l'amiral Miklos Horthy, le pays avait mis en œuvre une législation antisémite mais avait partiellement résisté à la pression allemande visant à déporter sa population juive. Cette communauté, la deuxième plus grande d'Europe avec environ 725 personnes, était restée relativement protégée alors que des millions de personnes périssaient dans les territoires occupés environnants. La situation changea radicalement lorsque les services de renseignement allemands détectèrent des contacts entre la Hongrie et les Alliés, interprétés comme des préparatifs de défection de l'Axe. Hitler ordonna l'occupation militaire du pays le 19 mars 1944 dans le cadre de l'opération Margaret. Le gouvernement hongrois fut réduit à une administration fantoche contrôlée par Berlin et les SS prirent immédiatement le contrôle des politiques concernant la population juive. Adolf Eichmann, qui avait déjà coordonné des déportations depuis d'autres pays européens, fut envoyé à Budapest pour organiser la logistique. Dans le même temps, Heinrich Himmler a demandé la présence de Rudolf Heuss pour une mission spéciale. Bien qu'il ait été muté à un poste administratif à Berlin en novembre 1943, Heuss était toujours considéré comme le plus grand expert en matière d'extermination de masse efficace. Leur mission, retourner à Auschwitz pour préparer le camp à l'arrivée imminente de centaines de milliers de juifs hongrois dans les plus brefs délais. L'opération a commencé avec une précision militaire. Entre avril et mai 1944, les juifs hongrois furent concentrés dans des ghettos improvisés, principalement dans les zones rurales du nord-est du pays. La gendarmerie hongroise, en collaboration active avec les SS, a mis en œuvre les mesures avec une efficacité surprenante. Des familles entières ont été expulsées avec seulement quelques heures de préavis et n'ont été autorisées à emporter que de petits effets personnels. Les ghettos, caractérisés par des conditions insalubres et une surpopulation extrême, servaient de lieu de transit avant la déportation. La coordination entre Budapest et Auschwitz était constante. Eichmann a conçu un système ferroviaire qui permettait le transport quotidien de 12 à 14 personnes vers les camps. Heuss, quant à lui, a adapté Auschwitz-Birkenau pour faire face à cet afflux sans précédent. La ligne ferroviaire à l'intérieur du camp a été prolongée pour permettre aux trains de circuler directement à proximité des crématoires, éliminant ainsi les temps d'attente et maximisant l'efficacité.
Le 15 mai 1944, le premier train quitte la Hongrie. Au cours des 56 jours suivants, environ 147 trains ont transporté plus de 430 juifs hongrois à Auschwitz. L'opération a atteint des proportions sans précédent. Certains jours, jusqu'à 4 trains arrivaient, chacun transportant entre 2 et 3 personnes entassées dans des wagons de marchandises sans installation sanitaire, sans nourriture ni eau en quantité suffisante. Beaucoup sont morts pendant le voyage, en particulier les personnes âgées et les enfants. L'arrivée à Auschwitz a marqué le début d'un processus industrialisé de mort. Les trains s'arrêtèrent à la rampe centrale de Birkenau, où les déportés débarquèrent au milieu des cris, des aboiements des chiens et des coups. Les hommes et les femmes ont été immédiatement séparés. Les médecins SS, vêtus de blouses blanches pour renforcer l'illusion d'une procédure sanitaire, effectuaient la sélection avec des gestes presque imperceptibles. À gauche pour les travaux forcés, à droite pour la mort immédiate. Les critères étaient brutalement pragmatiques. Environ 70 à 80% de chaque transport étaient envoyés directement dans les chambres à gaz. Tous les enfants et les personnes âgées, les femmes enceintes ou accompagnées de jeunes enfants, les malades ou les personnes faibles. Seuls les jeunes hommes et femmes apparemment robustes étaient temporairement sélectionnés pour le travail d'esclaves. Au cours de l'opération hongroise, la proportion de gazage a immédiatement atteint des niveaux sans précédent, atteignant 90% dans certains transports. La tromperie faisait partie intégrante du système. Les personnes sélectionnées pour mourir ont été informées qu'elles seraient douchées et désinfectées avant d'entrer dans le camp. Dans certains cas, on leur a même donné du savon et des serviettes pour renforcer le mensonge. On leur a demandé de se rappeler où ils avaient laissé leurs affaires afin de pouvoir les récupérer plus tard. Une cruelle ironie compte tenu de leur sort immédiat. Les enfants étaient souvent séparés avec la promesse de retrouver plus tard leur mère. Les chambres à gaz, conçues pour simuler des installations sanitaires, pouvaient accueillir entre 0 et 2 personnes simultanément. Une fois remplies, les portes blindées étaient hermétiquement fermées. Le personnel SS, équipé de masques à gaz, lançait des pastilles de Zyklon B à travers des ouvertures spéciales. Le gaz, au contact de l'air, libère de l'acide cyanhydrique. La mort par asphyxie n'était pas instantanée. L'opération a duré entre 10 et 20 minutes, durant lesquelles les victimes ont connu des convulsions, des vomissements et des hémorragies avant de succomber. Au cours de l'opération hongroise, le système a atteint des capacités maximales jamais vues auparavant. Heuss, dans un témoignage ultérieur, affirmera que les jours de pointe, jusqu'à 10 personnes, étaient assassinées en 24 heures. Ce chiffre a été corroboré par des documents allemands récupérés et par des témoignages de garde. Pour maintenir ce rythme, tous les crématoriums fonctionnaient simultanément et, lorsque cela s'avérait insuffisant, les fosses de crémation à ciel ouvert étaient réactivées. Ces fosses, creusées à proximité des crématoires V et 6, mesuraient environ 50 mètres de long, 8 mètres de large et 2 mètres de profondeur. Les corps étaient disposés en couches alternées avec du bois et arrosés de combustible. La chaleur générée était si intense que la graisse corporelle était transformée en carburant supplémentaire. Une fumée noire et une odeur âcre imprégnaient l'atmosphère à des kilomètres à la ronde. Des témoins ont décrit comment le ciel au-dessus de Birkenau restait constamment obscurci et que des cendres flottaient dans l'air comme une chute de neige grise et macabre. L'ampleur de l'extermination a posé des problèmes logistiques sans précédent. Les crématoriums, conçus pour incinérer environ 400 corps par jour, fonctionnaient bien au-delà de leur capacité nominale. Cela a entraîné de fréquentes pannes que Heuss a gérées en réaffectant les ressources. Les fosses permettaient la crémation de corps supplémentaires, mais créaient d'autres problèmes. Contamination du sol par la graisse humaine et difficulté à empêcher le feu de se propager de manière incontrôlable. Un autre aspect critique était la gestion des biens confisqués aux déportés. Les Juifs hongrois, moins touchés par les restrictions précédentes, arrivèrent avec des biens de valeur considérable. Heuss a agrandi l'installation de tri connue sous le nom de Canada, où des prisonniers sélectionnés ont méticuleusement catalogué ces marchandises. L'or dentaire était fondu en lingots, les bijoux et la monnaie étaient envoyés à la Reichsbank, des vêtements utilisables étaient distribués aux Allemands touchés par les bombardements et les cheveux humains étaient destinés à l'industrie textile. Ce système économique parasitaire représentait une source importante de ressources pour le Reich.
L'opération Heuss a représenté un raffinement radical de l'efficacité génocidaire. Le temps entre le déchargement du train, sa sélection et son extermination a été optimisé au minimum. Les Sonderkommando, groupes de prisonniers contraints de manipuler des cadavres, furent élargis. 6 hommes, régulièrement exécutés et remplacés pour éliminer les témoins, constituaient un autre élément pervers du système. Des victimes forcées de participer aux poursuites d'autres condamnés. Adolf Eichmann a coordonné la logistique, les horaires des trains et les priorités de déportation depuis Budapest. À Auschwitz, Heuss supervisait méticuleusement les opérations, examinait les statistiques et mettait en œuvre des ajustements de procédure. SS Rapports à Berlin, rédigés dans un langage technique et dépassionné, illustraient la déshumanisation conceptuelle complète qui permettait de concevoir l'extermination comme un simple problème administratif. Cette phase frénétique se poursuivit jusqu'au début du mois de juillet 1944, lorsque la pression internationale et la certitude d'une défaite militaire conduisirent le régent Horthy à suspendre les déportations. À cette époque, 75% de la population juive de Hongrie avait été exterminée, principalement à Auschwitz. Seule la communauté de Budapest, soit environ 200 personnes, a été temporairement protégée. L'opération hongroise a marqué un tournant historique. Jamais auparavant, ni depuis lors, autant de personnes n'ont été assassinées en si peu de temps. Plus de 430 zéros en seulement 56 jours. Étonnamment, ces transports ont même été prioritaires sur les convois militaires au milieu d'une retraite allemande, démontrant la primauté idéologique du génocide sur les considérations militaires pratiques. La chute de l'Empire, l'évasion et la capture de Rudolf Heuss. En janvier 1945, alors que l'armée rouge avançait vers la Pologne, le bruit de l'artillerie soviétique commença à résonner autour d'Auschwitz. Pour Rudolf Heuss et les autres architectes de l'Holocauste, l'heure de l'effondrement était arrivée. Cet effondrement signifierait non seulement une défaite militaire, mais aussi la révélation des crimes qu'ils avaient tenté de commettre à l'abri des regards du public. Le 17 janvier, Heinrich Himmler autorise l'évacuation complète d'Auschwitz. Une destruction fébrile des preuves a alors commencé. Des documents compromettants ont été brûlés, des installations clés ont été dynamitées et des archives ont été incinérées. Dans la précipitation, des milliers de documents sont restés intacts, fournissant plus tard des preuves cruciales aux enquêteurs. Le lendemain, les fameuses marches de la mort commencèrent. Environ 60 prisonniers furent évacués à pied en plein hiver polonais vers des camps plus occidentaux. Ceux qui tombaient épuisés ou tentaient de s'échapper étaient immédiatement exécutés. Environ 15 personnes sont mortes au cours de ces marches, ce qui a étendu le bilan des victimes d'Auschwitz bien au-delà de ses limites physiques. Le 27 janvier, les unités avancées soviétiques libèrent finalement le camp. Ils ont trouvé environ 7 prisonniers, trop malades pour être évacués. Les soldats, endurcis par des années de guerre, furent profondément choqués par l'épreuve d'une horreur industrialisée sans précédent. Des montagnes de biens confisqués, des casernes remplies de mourants et des installations d'extermination partiellement détruites mais reconnaissables. À cette époque, Heuss opérait déjà à Ravensbrück, un camp près de Berlin destiné principalement aux femmes. En mars 1945, face à une défaite imminente, il reçoit des instructions de Himmler, disparaître. Il a méticuleusement adopté la fausse identité de Franz Lang, soi-disant un sous-officier de la marine sans aucun lien avec les SS. Muni de faux documents, probablement fournis par des réseaux clandestins aidant les fugitifs nazis, il changea d'apparence et se dirigea vers le Schleswig-Holstein, une région proche de la frontière danoise. Il s'est installé dans une petite ferme à Gottrupel comme ouvrier agricole sous sa fausse identité. Sa femme Hedwig et ses 5 enfants se sont cachés séparément, également sous de fausses identités. La stratégie a fonctionné au début. L'ancien commandant d'Auschwitz est devenu un travailleur rural anonyme, évitant les interactions inutiles et maintenant un profil extrêmement bas. Pendant ce temps, les Alliés ont continué à cataloguer les crimes de guerre nazis et à établir des mécanismes juridiques pour poursuivre les responsables. En août 1945, le tribunal militaire international de Nuremberg est créé. Heuss figurait en bonne place sur les listes de personnes recherchées, mais on ignorait où il se trouvait. En mars 1946,
les forces britanniques ont reçu des informations sur le lieu où se trouvait éventuellement la famille Heuss. Une équipe de renseignement dirigée par le capitaine Hans Alexander a été chargée de l'enquête. Alexandre, un juif allemand qui s'était réfugié en Angleterre avec sa famille en 1936, apportait à la mission une motivation personnelle en plus de son devoir professionnel. Ils ont d'abord localisé Hedwig Heuss. Après avoir été arrêtée le 5 mars, elle a finalement révélé où se trouvait son mari. Il travaillait comme ouvrier agricole sous une fausse identité près de Gottrupel. La capture a eu lieu dans la nuit du 11 mars. L'équipe d'Alexander a trouvé Heuss endormi dans un hangar. Au début, il a maintenu sa fausse identité, présentant des documents comme étant celui de Franz Lang. Alexandre remarqua cependant qu'il portait une alliance, ce qui était inhabituel pour un marin soi-disant célibataire. Lorsqu'ils ont demandé à voir l'intérieur de la bague, ils ont trouvé les noms de Heuss et de sa femme gravés dessus. C'était la confirmation finale. Heuss a ensuite tenté d'utiliser une capsule de cyanure cousue dans ses vêtements, mais a été immobilisé avant de pouvoir l'utiliser. Selon des récits ultérieurs, cette arrestation fut chargée d'émotion pour Alexandre, dont les proches avaient péri dans l'Holocauste. La chose la plus déconcertante pour ses ravisseurs fut la réaction de Heuss. Il n'a montré aucun remords, il n'a demandé aucune pitié, il s'est effondré émotionnellement. Il conservait la même attitude froide et mécanique qu'il avait caractérisée durant son commandement. Interrogé sur son rôle à Auschwitz, il a répondu avec une précision technique, comme s'il fournissait un rapport administratif. Son témoignage fut si précieux qu'il fut amené à Nuremberg comme témoin dans les procès en cours. Le 15 avril 1946, il témoigne dans le procès contre Ernst Kaltenbrunner. Paradoxalement, son témoignage détaillé s'est avéré dévastateur pour les autres accusés, confirmant la nature systématique et hiérarchique du génocide. À Nuremberg, Heuss a également rédigé une déclaration sous serment détaillant ses activités. Il estimait qu'environ 2,5 millions de personnes avaient été assassinées à Auschwitz, un chiffre que les historiens ultérieurs ajustèrent à 1 million, mais qui confirmait sans équivoque l'échelle industrielle de l'extermination. Le psychologue militaire Gustav Gilbert a évalué Heuss durant cette période, concluant qu'il ne présentait pas de psychopathologie conventionnelle. Il n'était pas un psychopathe irrationnel et ne souffrait pas de délire. Il représentait peut-être quelque chose de plus dérangeant, un homme doté d'une normalité technique, mais totalement dépourvu d'empathie morale, capable de dissocier absolument ses actes atroces de toute évaluation éthique. Cette évaluation anticipait ce que Hannah Arendt, observant Adolf Eichmann, appellerait plus tard la banalité du mal, la capacité humaine à commettre des atrocités inconcevables non pas par sadisme personnel, mais par subordination absolue de la conscience morale aux structures bureaucratiques et idéologiques. Pendant que Heuss témoignait, le gouvernement provisoire polonais a officiellement demandé son extradition. La Pologne, où se trouvait Auschwitz, a revendiqué sa compétence principale pour le juger. La demande fut approuvée et le 25 mai 1946, Heuss fut transféré à Varsovie pour y être jugé. La justice dans les ruines, le procès en Pologne. Au printemps 1947, alors que l'Europe s'efforçait de se reconstruire après les décombres de la guerre la plus dévastatrice de l'histoire, un procès sans précédent s'ouvrit à Varsovie. Rudolf Heuss a été jugé devant la Cour suprême nationale polonaise pour des crimes défiant l'entendement humain. Ce n'était pas un processus ordinaire. Il s'agissait d'une tentative de rétablir les fondements éthiques et juridiques après leur rupture la plus profonde. La Pologne d'après-guerre a fourni un cadre particulièrement significatif pour ce calcul. Le pays avait perdu environ 6 millions de citoyens pendant l'occupation nazie, soit près de 20% de sa population. Parmi eux, 3 millions étaient des Juifs polonais, presque entièrement anéantis. Le territoire polonais avait abrité les principaux centres d'extermination. Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno et Majdanek. La géographie du génocide coïncidait presque entièrement avec les frontières polonaises. Après son extradition, Heuss fut interné à la prison de Montelupich à Cracovie, tristement célèbre pendant l'occupation comme centre de détention de la résistance polonaise. Dans les mois précédant le procès, il lui fut ordonné d'écrire Essai mémoire, un document qui deviendrait plus tard une preuve historique cruciale sur le fonctionnement interne du système d'extermination.
Le texte qui en résulte, publié plus tard sous le titre « Commandant d'Auschwitz », constitue l'un des documents les plus dérangeants jamais écrits. Heuss a décrit l'extermination systématique de millions de personnes sur le même ton administratif et dépassionné qu'il aurait utilisé pour expliquer les opérations logistiques de routine. Cette déconnexion émotionnelle caractérisera également son comportement durant le procès. Pour juger les criminels de guerre nazis, le gouvernement provisoire avait créé la Cour suprême nationale par décret de janvier 1946. Cette cour était compétente pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis entre 1939 et 1945. Elle avait auparavant poursuivi des personnalités telles qu'Arthur Greiser, administrateur nazi de la région de Warthegau, et Arthur Liebe-Henschel, qui avait brièvement succédé à Heuss à Auschwitz. Le procès a officiellement commencé le 11 mars 1947. Le tribunal était présidé par le juge Alfred Heimer, accompagné de juges associés et d'assesseurs. L'accusation, dirigée par Tadeusz Cyprian, a présenté des accusations spécifiques qui allaient au-delà de l'obéissance aux ordres supérieurs, soulignant l'initiative personnelle et le zèle de Heuss dans la mise en œuvre et l'optimisation de l'extermination. Les accusations formelles comprenaient participation au meurtre de civils et de prisonniers de guerre en tant que commandant d'Auschwitz, mauvais traitements, tortures et actes inhumains contre des civils et des prisonniers, et l'appartenance à une organisation criminelle, les SS. Ce qui distingue ce procès, c'est sa concentration exhaustive sur Auschwitz, permettant une reconstitution minutieuse du fonctionnement du camp depuis sa création jusqu'à sa transformation en centre principal de la solution finale. Pendant 3 semaines, le tribunal a entendu les témoignages de plus de 30 témoins, dont des survivants, d'anciens gardes et des experts en crimes de guerre. Parmi les témoignages les plus marquants, celui de Stanisława Rachwałowa, prisonnière politique qui avait été témoin de sélection et de gazage, décrit comment Heuss la regardait impassiblement procéder à des ajustements pour accroître son efficacité. Le témoignage d'Henrik Tauber, ancien membre du Sonderkommando, qui a décrit le fonctionnement des crématoires et des chambres à gaz à partir de son expérience traumatisante, a également été crucial. Jansen, le juge d'instruction qui a documenté Auschwitz après sa libération, a présenté une analyse médico-légale de l'installation, expliquant comment chaque aspect du camp a été conçu pour faciliter le meurtre de masse avec une efficacité maximale. SE's Investigation ont réfuté toute possibilité que Heuss n'ait pas été conscient de l'ampleur de ce qui s'était passé sous son commandement. Confronté au témoignage sur sa présence à la rampe de sélection, où il décidait qui serait gazé immédiatement et qui serait temporairement affecté au travail forcé, Heuss n'a pas nié son implication. Il a confirmé qu'il procédait régulièrement à ces sélections et qu'il envoyait des femmes avec enfants, des personnes âgées et des malades à la mort immédiate parce qu'ils étaient inaptes à la tâche. Cet aveu, exprimé sans émotion apparente, a profondément marqué les personnes présentes. À la fin du procès, lorsqu'on lui a donné le dernier mot, il a fait une déclaration brève et ambiguë. Il a reconnu que des choses terribles s'étaient produites sous son commandement, mais a maintenu que sa responsabilité personnelle était limitée par la structure hiérarchique. Il n'a pas explicitement demandé la clémence, semblant accepter que son sort était scellé. Il a conclu en disant « Pour les crimes contre l'humanité qui ont été commis, je mérite ma punition ». Cette phrase apparemment contrite a été formulée à la voix passive, s'éloignant subtilement de l'action directe. Le 2 avril 1947, la Cour suprême nationale rendit son verdict. Rudolf Heuss a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à mort par pendaison. Dans son raisonnement, le tribunal a souligné qu'il n'avait pas été un simple auteur, mais un architecte actif du système d'extermination, qui avait utilisé son initiative personnelle pour perfectionner des méthodes de meurtre de masse et avait fait preuve d'un manque total de remords sincères. Le jugement comportait une disposition exceptionnelle. L'exécution devait avoir lieu à Auschwitz, dans le périmètre de l'ancien camp. Cette décision répondait aux demandes d'organisations d'anciens prisonniers et de familles de victimes qui soutenaient que la justice symbolique exigeait que Heuss affronte sa fin à l'endroit même où il avait orchestré la mort de plus d'1 million de personnes. Les jours suivants ont révélé des facettes contradictoires de sa personnalité. Il a continué à écrire ses mémoires avec la même précision clinique, mais a commencé à montrer des signes de réflexion qui avaient été absents pendant le procès.
Dans ses lettres à sa famille, il exprimait des remords principalement pour l'impact que ces actes auraient sur eux et non sur ses victimes. Il est significativement revenu à la religion catholique de son enfance. Il a demandé et reçu les sacrements du père Władysław Lone, un prêtre jésuite polonais. Interrogé sur sa foi pendant Auschwitz, Hus a répondu qu'il avait « laissé Dieu à l'extérieur de la porte du camp ». Cette phrase résumait le cloisonnement moral qui lui avait permis de fonctionner comme commandant d'un camp d'extermination tout en maintenant une vie de famille apparemment normale. Pour la Pologne, le procès a représenté une première étape dans un long processus de guérison nationale, permettant aux victimes de voir l'un des principaux responsables faire face à la justice. C'était aussi une déclaration de souveraineté retrouvée. La nation choisie comme scène principale de l'Holocauste rendait désormais justice à l'un de ses architectes. Pendant ce temps, Hus attendait dans une cellule austère. Selon les gardes, il maintenait une routine méthodique, dormait sans cauchemar apparent et continuait à écrire. Il ne montrait aucun signe extérieur de terreur ou de désespoir. La même discipline qu'il avait appliquée lorsqu'il dirigeait Auschwitz semblait le soutenir maintenant face à sa propre mort imminente. Dans ses derniers écrits, cependant, apparaissent pour la première fois des réflexions qui suggèrent une compréhension tardive de la portée morale de ses actes. Il a écrit « Ma conscience m'oblige à admettre ma culpabilité pour les terribles atrocités qui ont été commises. Je paierai cela de ma vie. » Cependant, même ces déclarations contenaient des ambiguïtés. Une formulation passive, atrocités qui ont été commises, plutôt que atrocités que j'ai commises, et une contextualisation dans le cadre plus large du régime, suggérant une réticence à assumer l'entière responsabilité morale. As l'exécution du bourreau, la fin dans son propre enfer. L'aube du 16 avril 1947 tomba grise et froide sur la Haute-Silésie polonaise. L'ancien complexe d'Auschwitz, où 2 ans plus tôt le dernier d'1 million d'êtres humains avait péri, allait être le théâtre d'un acte de justice ultime, l'exécution de Rudolf Höss, l'homme qui avait transformé une caserne militaire en la machine de mort la plus efficace jamais construite. La décision de l'exécuter là-bas n'était pas arbitraire. Les organisations d'anciens prisonniers avaient demandé que la sentence soit exécutée dans le lieu même où il avait exercé le pouvoir absolu. Cette demande, approuvée comme un acte de justice poétique, signifiait que le commandant ferait face à sa mort dans le même cadre où il avait ordonné à tant d'autres. Des charpentiers, ironiquement des prisonniers de guerre allemands détenus en Pologne, ont construit une potence simple mais solide à côté de l'ancien crématorium d'Auschwitz-Prince, à quelques mètres de la maison où Höss avait vécu avec sa famille. Cette proximité entre son ancienne résidence et la machinerie de la mort avait toujours été une métaphore troublante de son cloisonnement. Or, cette juxtaposition prenait une dimension finale. L'exécution, initialement prévue le 15 avril, a été reportée d'une journée pour des raisons de sécurité suite à des informations faisant état de possibles tentatives de lynchage lors du transfert. Les autorités ont établi un périmètre de sécurité autour du complexe. Dans la région environnante, où pratiquement toutes les familles avaient perdu des membres à la campagne, l'émotion restait vive. Au cours de ces derniers jours à Montelupik, Höss avait montré de subtils changements. L'homme qui avait gardé une froideur mécanique pendant le procès commença à faire preuve d'introspection. Il a reçu les sacrements catholiques du père Lone, revenant officiellement à la foi qu'il avait abandonnée des décennies plus tôt. Cette réconciliation religieuse tardive soulève des questions troublantes. S'agissait-il d'un véritable repentir ou d'une simple consolation rituelle face à la mort imminente? Dans ses derniers écrits, adressés principalement à sa famille, il demande à Hedwig d'élever ses 5 enfants dans un esprit différent de celui qui avait inspiré ses propres actions. Il lui a demandé de leur expliquer un jour pourquoi son père avait été exécuté, mais en soulignant qu'il n'était pas un meurtrier dans l'âme. Cette formulation révèle une dissonance cognitive persistante. Jusqu'au bout, il semble incapable de concilier ses actions concrètes avec son image intérieure de lui-même. Le matin de l'exécution, il a été réveillé à 5 heures du matin. Il a mangé méthodiquement un petit déjeuner simple, s'est habillé de vêtements de prison propres et a été menotté. Sa dernière demande fut d'envoyer son alliance à sa femme, une demande qui lui fut accordée. À 8 heures du matin, un véhicule le transporte de Cracovie à Auschwitz, à environ 65 km. La sécurité était maximale.
Des véhicules supplémentaires avec des gardes armés escortèrent le convoi. Heuss resta silencieux pendant le voyage, jetant de temps en temps un coup d'œil au paysage printanier. À son arrivée, il a été brièvement escorté jusqu'à l'ancienne commandanture, un bâtiment qui avait servi de centre opérationnel pendant son mandat. Selon des témoins, il aurait demandé un dernier café, qu'il aurait bu tranquillement. Cette routine banale, dans un contexte aussi chargé, était dérangeante pour les personnes présentes. À 10 heures du matin, il a été transféré au bloc 11, connu pendant le fonctionnement du camp sous le nom de « bloc de la mort ». Il est resté dans ce bâtiment, tristement célèbre pour abriter des cellules de punition et d'exécution pendant environ 1 heure. C'était une attente délibérée, conçue pour lui permettre de découvrir même brièvement les mêmes installations où des milliers de personnes avaient souffert sous son commandement. La zone entourant la potence avait été bouclée. L'exécution ne serait pas publique au sens traditionnel du terme. Aucune personne curieuse n'était autorisée. Cependant, environ 100 témoins officiels étaient présents. Des représentants du gouvernement, des fonctionnaires de justice, des médecins légistes, des journalistes accrédités et, de manière significative, d'anciens prisonniers d'Auschwitz représentant diverses nationalités qui avaient souffert dans le camp. À 10h08, Heuss est conduit à la potence. Il marchait à pas mesurés, ni pressé, ni hésitant. Les témoins ont décrit son expression comme distante et résignée, mais pas terrifiée. Il monta les marches sans aide, gardant la même discipline et le même contrôle qu'il avait exercé en tant que commandant. La structure se trouvait à côté du bâtiment qui avait abrité le premier crématorium, où les premières expériences avec le gaz Zyklon B avaient été réalisées en 1941. La proximité n'était pas fortuite, il symbolisait le cycle complet d'un système qui nécessitait son propre architecte. Le procureur polonais a lu officiellement le verdict. Heuss écoutait sans interrompre. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait un dernier mot à dire, il a répondu brièvement en allemand « Je regrette mes actes, je les paie de ma vie ». Cette déclaration finale, comme beaucoup d'autres avant elle, maintenait une ambiguïté calculée. Le terme « regret » pourrait être interprété comme un repentir moral ou simplement comme une reconnaissance de conséquences personnelles négatives. Le bourreau lui a mis la corde autour du cou. Certains témoignages indiquent que Heuss aurait légèrement ajusté la position de la corde, un acte final de contrôle personnel. À 10h09 exactement, la trappe a été activée. Le commandant d'Auschwitz était suspendu entre ciel et terre. Le corps est resté suspendu pendant environ 15 minutes. Le médecin officiel a confirmé le décès à 10h21. Heuss est décédé d'une fracture cervicale et d'une asphyxie. L'homme qui avait conçu un système permettant d'étouffer efficacement des millions de personnes vivait désormais une mort similaire, bien qu'individualisée et précédée d'un procès équitable, élément refusé à ses victimes. La destination finale de son corps a suscité des débats. On craignait que sa tombe ne devienne un lieu de pèlerinage pour les sympathisants nazis. Finalement, il a été décidé de l'incinérer, une ironie ultime compte tenu des fours qu'il avait construits, et de disperser ses cendres dans un lieu tenu secret. Il n'y aurait pas de tombe, pas de monument, pas de référence physique à sa mémoire. Selon des témoins oculaires, les anciens prisonniers qui ont assisté à l'exécution n'ont montré aucune jubilation ni satisfaction vengeresse. Un survivant français décrira « Je n'éprouvais aucune joie. J'avais le sentiment qu'un certain ordre avait été rétabli dans l'univers, mais l'énormité de ceux qui avaient été perdus rendait tout sentiment de triomphe impossible. » Cette réaction reflète le caractère fondamentalement insatisfaisant de toute punition pour des crimes d'une telle ampleur. Aucune rétribution, aussi juste soit-elle, ne pourrait compenser les millions de vies perdues. L'exécution représentait bien plus qu'une punition individuelle. Il s'agissait d'un acte de justice symbolique collective, d'une tentative de rétablir un certain équilibre moral. L'endroit exact où il a été pendu reste aujourd'hui discrètement marqué au sein du complexe muséal d'Auschwitz. Non pas comme un monument à l'auteur du génocide, mais comme un rappel que la justice, aussi imparfaite et incomplète soit-elle, a finalement atteint l'un des principaux architectes du génocide. Le système qu'il a contribué à créer n'est pas complètement mort avec lui. D'autres auteurs ont échappé à la justice. Certains, comme Eichmann, seront capturés des décennies plus tard. Beaucoup vivraient une vie pleine, sans avoir à faire face aux conséquences. Les blessures de l'Holocauste continuent d'affecter les générations suivantes de survivants et leurs descendants.
75 ans plus tard, les questions fondamentales soulevées par la vie et les crimes de Rudolf Höss restent d'une actualité brûlante. Dans un monde où le génocide et la déshumanisation institutionnalisée persistent, leur histoire n'est pas seulement historique, mais prophétiquement actuelle. Cela nous rappelle que le mal le plus destructeur ne naît pas toujours de passions incontrôlées, mais souvent de la subordination froide et calculée des principes éthiques fondamentaux au système bureaucratique et aux loyautés idéologiques. Höss est mort comme il avait vécu, discipliné, contrôlé, apparemment déconnecté de la pleine signification morale de ses actes. Mais il est décédé dans le respect de la loi, après un procès avec des garanties de procédure régulière, avec la possibilité de se défendre et de faire appel. Ces éléments de justice formelle représentent précisément les principes qu'il avait refusés à des millions de personnes. Son exécution n'était pas seulement punitive mais réparatrice. Il a réaffirmé l'humanité de ses victimes en traitant même son bourreau avec plus d'humanité que ce qu'il avait montré.